Sarah Bernard est un texte inédit de l'historien Claude Camous que vous verrez sur scène, donnant la réplique à Mademoiselle Tania Surseva, qui est une grande comédienne marseillaise. Je ne dis pas la plus grande, mais je devrais le dire, c'est un petit peu un rapport au texte que vous allez entendre. Texte inédit donc, de Claude Camous, extrait du Visiteur de l'Histoire, écrit spécialement pour Tania Surseva d'ailleurs, dans lequel un visiteur vient de notre époque et rencontre une personnalité, une notabilité à la fin de sa vie, et l'interview pour extraire le vrai du faux, savoir la vérité sur ce qui s'est passé, ce qu'on a écrit sur elle, et ainsi de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, le rôle de Sarah Bernard sera tenu par la grande dame du théâtre marseillais, Tania Surseva. Musique! Entrez. Mais entrez donc. Madame Sarah Bernard, je suis très honoré de vous rencontrer. Je vous suis infiniment reconnaissant de me recevoir, d'avoir accepté de me recevoir, et je vous remercie de m'accorder quelques instants de votre temps si précieux afin de répondre à quelques-unes de mes questions vous concernant. Oui, croyez bien que j'en suis ravie, cher monsieur.
Mais vous m'excuserez de ne pas me lever pour vous recevoir, car vous n'êtes pas sans savoir que, à la suite d'une tuberculose du genou, j'ai dû être amputé d'une jambe à l'âge de 71 ans, ce qui m'oblige à rester assise, même pour jouer. Mais cela ne m'a pas empêché de me rendre au front pour rejoindre nos poilus pendant cette effroyable guerre de 1914. Oh, comme c'est gentil! Mais, je vous en prie, prenez un siège et asseyez-vous. Mais plus près, voyons, plus près de moi. Je ne vais pas vous manger. Je vous remercie infiniment, madame. Merci infiniment. Vous pardonnerez mon trouble, mais c'est que vous êtes l'une des plus grandes tragédiennes. Comment l'une des... La plus grande, monsieur? Oui, bien sûr, la plus grande. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes même devenu un véritable mythe. D'ailleurs, un grand poète du XXe siècle, Jean Cocteau, inventera pour vous l'expression « monstre sacré ». Mais l'on vous connaît mal. Alors, ma première question sera toute simple. Madame Sarah Bernard, qui êtes-vous? Je suis une femme, tout simplement. Une femme et non un mythe, surtout pas un mythe, ni un monstre. Et j'ajouterai une femme libre, et qu'il a toujours été, libre dans son langage, dans ses amitiés, ses réparties, sa carrière. Voyez-vous, jeune homme, quoique de constitution très faible, j'ai toujours eu la possibilité de faire ce qui me plaisait, sans entrave, sans contrôle. Ou plus exactement, je me suis toujours donné la possibilité d'être ainsi. Ma vie que je croyais devoir être courte s'avère en réalité devoir être longue, très longue. Et ceci, je l'avoue, me donne une grande joie malicieuse en pensant à l'infernal déplaisir de mes ennemis. Ah, vous avez eu certes des ennemis, nous en reparlerons sans doute, mais vous n'avez pas pour autant éprouvé de la haine pour tous ceux qui, tout au long de votre carrière, vous ont mis, si j'ose dire, des bâtons dans les roues. On vous attribue d'ailleurs, madame, ce mot programme, en quelque sorte, de votre vie. Il faut haïr très peu, car c'est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup, pardonner souvent, mais ne jamais oublier. C'est exact. C'est bien ce que j'ai dit. Il faut haïr très peu. Je dirais que je n'éprouve de haine pour personne, ou si peu. Et que je pense avoir la faculté de pardonner à ceux qui me font du mal. Mais j'ai une mémoire d'éléphant, et cela m'a été bien précieux dans ma vie tumultueuse. Votre vie, je crois qu'on peut le dire, vous l'avez prise à bras le corps. Comment faire autrement? J'ai résolu de vivre, et de vivre comme je l'entendais. J'ai résolu aussi d'être la grande artiste que je souhaitais être. Et vous y êtes parvenue de façon magistrale, madame. Pourtant, tout ne fut pas facile. Vous êtes née à Paris, le 22 octobre 1844, n'est-ce pas? Votre mère, Judith Julie Bernard, était néerlandaise et juive. Parfaitement. Et je revendique d'ailleurs cet héritage. Je suis une fille de la grande race juive. Et mon langage, un peu grossier, n'est que le résultat de nos errances forcées. Ma mère voyageait beaucoup, elle allait d'Espagne en Angleterre, de Londres à Paris, de Paris à Berlin, puis elle revenait m'embrasser, et elle repartait pour la Hollande, son pays natal. Vous avez donc été élevée à Quimperlé, n'est-ce pas, par une nourrice catholique très pratiquante. C'était une brave femme.
que j'aimais beaucoup et qui m'appelait Fleur de lait. C'est mignon. À cette époque d'ailleurs, je ne répondais qu'à ce nom-là. Ma mère lui envoyait des vêtements pour elle et des gâteaux pour moi. Elle écrivait à l'une de mes tantes, veille sur la petite Sarah, je reviendrai dans un mois. Elle écrivait à une autre de ses sœurs, le mois d'après, va voir l'enfant chez sa nourrice, je reviens dans 15 jours. Elle n'avait alors que 19 ans, et moi j'en avais 3. Quant à votre père, vous le connaissiez peu, le voyant que de façon épisodique. Mon père était beau comme un dieu. Je l'aimais pour sa voix chaleureuse et ses gestes doux et lents. Et il est vrai que je ne l'ai vu que très rarement. C'était chez ma tante Rosine. Celle-ci me soigna pendant quelques jours, chez elle, rue de la Chaussée-d'Antin, à la suite d'une violente fièvre qui faillit m'emporter. Je me souviens que mon père était accompagné de son ami Rossini, le grand compositeur, qui habitait dans la même rue que ma tante. Rossini était un joyeux drille. Il me faisait rire par 1000 histoires ingénieuses et 1000 grimaces comiques. Et c'est le duc de Morny, demi-frère de l'empereur Napoléon III, ministre de l'Intérieur et personnalité très importante à la cour impériale, qui s'occupa de votre éducation, car c'était un grand ami de vos parents. Il vous fit donner des cours de sculpture et de peinture. Mais après avoir reçu le baptême chrétien au couvent de Grandchamp à Auteuil, vous ne rêviez plus que d'être religieuse. Et puis, jouant un rôle d'ange dans un spectacle religieux, justement, vous avez découvert votre vocation, le théâtre. En fait, les choses ne furent pas aussi simples. Je venais tout juste d'avoir 15 ans et de perdre mon père. J'étais alors en pension au couvent de Grandchamp et ma famille commençait à s'interroger sur mon avenir. Le conseil de famille, composé de ma mère, ma tante, mon parrain, s'était réuni pour décider de mon avenir. Savez-vous ce qu'il faut faire de cet enfant? Il faut la mettre au conservatoire. Cette phrase, lancée du bout des lèvres, fut prononcée par le duc de Morny, qui assistait à cette réunion. Et ce jour-là, en cette année 1859, s'amorça sans doute votre étonnante destinée, presque à votre corps défendant. C'est en effet ce jour-là que, sans doute, tout se décida. Voyez-vous, je m'en souviens comme si c'était hier. Le duc de Morny me tapota la joue, baisa la main de ma mère et se retira. Ce conseil surprenant laissa tout le monde dans la gêne, et un silence pesant s'ensuivit. Puis tout à coup, mon parrain s'exclama brutalement « Bon, elle est trop maigre pour faire une actrice !» Et moi de renchérir, dans un sanglot « Mais je ne veux pas être actrice !» Mon rêve était alors, comme vous l'avez dit, d'être religieuse. Même si en effet j'avais été enthousiasmée par mon succès dans cette pièce religieuse que vous évoquiez et dans laquelle je jouais le rôle de l'ange Raphaël, en présence de l'archevêque de Paris, Monseigneur Cibourg, qui me félicita chaleureusement. C'est moins d'un mois plus tard que je fus baptisée et que je pris la décision non pas de devenir actrice, mais d'être religieuse. C'est donc, on peut dire, presque contre votre volonté que vous êtes entré au conservatoire, en passant d'ailleurs, avec un éclatant succès, votre premier concours dans une scène de Zaïre, contre l'avis de votre professeur, M. Provost. Vous n'en faisiez déjà qu'à votre tête, si je peux me permettre, madame. Et en moins de 3 ans plus tard, vous obtenez le second prix de comédie qui vous ouvrit les portes de la comédie française. Ce fut pour moi une divine surprise. Je me trouvais alors chez ma mère et j'avais dû subir les invectives de mon parrain qui me poussait à abandonner le théâtre et à épouser un brave garçon avec une situation correcte qui me permettrait de mener une existence tranquille et bourgeoise. C'est que je ne pouvais envisager
déjà bien trop indépendante. Même si j'adorais faire du théâtre, je n'avais pas renoncé au désir de devenir religieuse. À la fin du déjeuner, qui avait rassemblé autour de ma mère et de moi mon parrain, ma tante, un vieil ami et ma sœur Jeanne, je fus prise d'une telle fatigue que je dus me mettre au lit, le cœur gonflé de soupirs retenus. Je dormis toute l'après-midi. Et en me réveillant, à 10 heures du soir, je trouvais sur la table, près de mon lit, sur un petit plateau, toute droite, contre une tasse de chocolat et à côté d'une brioche, une lettre du duc de Morny, adressée à ma mère et lui disant que Monsieur Thierry, le directeur de la Comédie Française, venait de lui affirmer que mon engagement dans l'illustre maison était chose convenue. Je me pinçai pour m'assurer que j'étais bien éveillée. Je me précipitai vers la fenêtre, je regardais dehors. Le ciel était noir. Oui, noir pour tout le monde, mais étoilé pour moi. Oui, les étoiles brillaient. Je cherchais la mienne. Et je fis choix de la plus grosse et de la plus brillante. Je revins à mon lit et m'amusais à sauter dessus à pieds joints. Et quand je manquais mon coup, je riais comme une folle. J'avalais tout mon chocolat. Je faillis m'étouffer avec la brioche. Debout sur mon traversin, je fis un long discours à la petite Vierge placée à la tête de mon lit. J'adorais la Vierge. Je lui expliquais les raisons pour lesquelles je ne pouvais prendre le voile malgré ma vocation. Je faisais du charme. J'essayais de la persuader et je l'embrassais tout doucement sur son pied qui écrasait le serpent. Puis je cherchais dans l'ombre le portrait de maman et je lui envoyais des baisers. Quelques jours après mon engagement à la Comédie Française, ma tante Rosine donna un grand dîner. Il y avait là le duc de Morny, le ministre des Beaux-Arts, M. de Walewski, Rossini, ma mère, mon institutrice et moi. Ma mère m'avait très élégamment habillée ce jour-là. J'étais pour la première fois en grand décolleté. Mon Dieu, que j'étais gênée. Pourtant, chacun s'empressait autour de moi. Rossini me demanda de dire des vers et j'acceptais de bonne grâce, heureuse et fière d'être un petit quelqu'un. Et je déclamais l'âme du purgatoire de Casimir de la Vigne. Il faut faire cela sur de la musique, s'exclama Rossini quand j'eus fini. Tout le monde applaudit à cette idée. Et Walewski dit à Rossini, mais mademoiselle va recommencer et vous allez improviser, mon cher maître. Ce fut du délire. Je recommençai et Rossini improvisa une harmonie délicieuse qui me remplit d'émotion. Mes larmes coulaient sans que j'en eusse conscience. Et ma mère m'embrassa vivement en disant « C'est la première fois que tu m'émeus réellement. » Maman adorait la musique. Et ce qui l'avait émue, c'était en fait l'improvisation de Rossini. Vous vous êtes tout de suite imposé à la Comédie Française dans Iphigénie. J'ai là un article sur vous, le premier article qui vous a été consacré et qui parut dans l'Opinion nationale. Mademoiselle Bernard, qui débutait hier dans Iphigénie, est une grande et jolie jeune personne, d'une taille élancée et d'une physionomie fort agréable. Le haut du visage, surtout, est remarquablement beau. Elle se tient bien et prononce avec une netteté parfaite. C'est tout ce qu'on peut en dire en ce moment. Je me souviens très bien de cet article, car ma mère avait ajouté, après me l'avoir lu, « Il est idiot cet homme, tu as été charmante !» Je dois dire qu'en ce qui me concerne, j'étais très heureuse et flattée par le portrait que l'on faisait de moi. Mon second début eut lieu dans Valérie, où je remportai un petit succès, avant d'interpréter le rôle d'Henriette dans Les Femmes Savantes. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Oui, mais c'était cependant sans compter sur votre caractère bien trempé qui allait vous jouer de très mauvais tours.
Et finalement, vous fûtes renvoyé de la comédie pour avoir giflé une sociétaire et n'avoir pas voulu lui présenter des excuses. C'était le jour de l'anniversaire de Molière, je m'en souviens très bien. Et tous les artistes de la grande maison se devaient, selon la tradition, de venir saluer le buste du génial écrivain. Ma jeune sœur Régina, qui m'avait entendu parler de ça à la maison, m'avait supplié de l'emmener. La cérémonie allait commencer et tout le monde se pressait dans le couloir des bustes. Je tenais Régina par la main. Devant nous marchait la très grosse, très solennelle Madame Nathalie, sociétaire de la comédie, vieille, méchante, hargneuse. Oh, mes gars! Régina monta sur sa traîne. La vieille chipie, en se retournant, bouscula alors l'enfant, qui poussa un cri. « Méchante bête !» m'écriai-je aussitôt, en lui collant une paire de yeux. Évanouissement de la vieille sociétaire, tumulte, brouhaha, indignation, approbation, rires étouffés, vengeance satisfaite, attendrissement des artistes mères pour la pauvre petite, etc., etc., etc. La réaction avait été peut-être un peu vive, mais je ne regrettais rien. J'avais en effet un caractère bien trempé, comme vous dites, et je n'avais nullement l'intention de m'incliner devant personne, même pas devant le directeur, qui me convoqua le lendemain. Et tout ce que la désespérance, la colère contre l'injustice, la rage contre la fausseté peuvent inspirer, je le débitais en un flot de paroles hachées par les sanglots, devant M. Thierry, qui me regardait ahuri. Et quand, au bout d'un moment, croyant réussi à me calmer en se faisant doux et poli, il voulut faire venir Madame Nathalie afin que je lui présente mes excuses. Oh, oh, j'ai un réveil de petit fauve. Oh, oh, qu'elle ne vienne pas, je la giflerai encore. Et à la fin, épuisé et toujours à bout de nerfs, je me laissai tomber dans un fauteuil. Il essaya alors à nouveau de me raisonner en me parlant de la magnifique carrière qui s'ouvrait pour moi à la comédie si j'acceptais d'être moins rebelle. Mais c'était inutile. Je vais partir tout de suite, monsieur. Rendez-moi mon engagement, je vais vous renvoyer le mien. Et c'est ainsi que, la tête haute, je rompis avec la maison de Molière et ne devais y retourner que 12 ans plus tard. Vous avez alors été engagé par le théâtre du Gymnase, grâce à l'intervention d'un ami de votre parrain, et Montigny, le directeur, vous offrit des rôles dans des pièces à succès, mais que vous trouviez idiotes ou insipides. Souvent aussi, je crois que les rôles ne vous convenaient guère. Si bien qu'un jour, exaspéré, vous êtes parti pour l'Espagne sans prévenir personne. En fait, j'avais écrit à Montigny une lettre stupide pour expliquer mon départ précipité, en finissant ma lettre par cette phrase « Ayez pitié d'une pauvre toquée ». Alors, Montigny n'apprécia guère et se serait écrié « Mais qu'elle aille au diable !» À Madrid, j'ai été gâté, choyé, fêté, et j'oubliais Paris. Mes déceptions, mes ambitions, j'oubliais tout. Je voulais vivre en Espagne. Mais un télégramme m'annonçant que ma mère était malade, très malade, me fit renoncer à mon projet. Elle avait eu une pleurésie assez grave, elle s'en remit. Je repris alors ma carrière théâtrale et, malgré la gifle à Nathalie, malgré ma fugue du gymnase, de nombreux rôles me furent proposés, notamment par le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis, en 1869, vous avez débuté au théâtre de l'Odéon. Oh, ce théâtre de l'Odéon. C'est le théâtre que j'ai le plus aimé. Tout le monde s'aimait, tout le monde était gai. Ce théâtre, c'est un peu la continuation de l'école. Les jeunes viennent tous là. Et le directeur, M. Duquesnel, était un homme plein d'esprit, de galanterie et de jeunesse. Souvent, pendant les répétitions, on allait faire à plusieurs de grandes parties de bal au Luxembourg, durant les actes dont on n'était pas. Je me souvenais de mes quelques mois auparavant à la Comédie Française.
Tout ce petit monde était guindé, potinier, jaloux. Je me remémorais mes quelques mois au gymnase. On ne parlait que de robes, chapeaux. On papotait de 1000 choses très loin de là. À l'Odéon, j'étais heureuse. On ne pensait qu'à monter des pièces. On répétait le matin, l'après-midi, tout le temps. J'adorais ça. C'est avec une véritable joie que j'escaladais tous les jours les marches froides et fendillées et que je me dirigeais vite vers ma loge distribuant des bonjours en courant. Puis, dégagé de mon manteau, de mon chapeau et de mes gants, je bondissais sur la scène, heureuse d'être enfin dans cette ombre infime. Les jours s'égrenaient, emportant des petits espoirs déçus. Les jours naissants apportaient de nouveaux rêves. Et la vie me semblait un éternel bonheur. Je jouais tour à tour le marquis de Villemer, le rôle de la folle baronne, femme déjà experte, âgée de 35 ans. J'en avais à peine 21 et j'en paraissais 17. Et François le Champy, le rôle de Mariette, dans lequel j'eus un gros succès. Ces répétitions du marquis de Villemer et de François le Champy sont restées dans nos souvenirs comme autant d'heures exquises. Leur auteur, Madame George Sand, douce et charmante créature, était d'une timidité extrême. Elle parlait peu et fumait tout le temps. Ses grands yeux étaient toujours rêveurs. Sa bouche, un peu lourde et vulgaire, avait une grande bonté. Elle avait été peut-être d'une taille moyenne, mais elle semblait tassée. Je regardais cette femme avec une tendresse romanesque. N'avait-elle pas été l'héroïne d'un beau roman d'amour? Ah oui, certainement. Je m'asseyais tout près d'elle, je lui prenais la main et la tenais le plus longtemps possible dans la mienne. Sa voix était douce et charmeuse. Le prince Napoléon, surnommé Plomb-Plomb, venait souvent aux répétitions de George Sand. Il l'aimait aussi infiniment. La première fois que je vis cet homme, je devins pâle et sentis mon cœur s'arrêter. Il ressemblait tant à Napoléon Ier que je lui en voulus tout de suite. En effet, en lui ressemblant, il le diminuait de tout son lointain, et il le rapprochait de tout le monde. Madame Sand me présenta à lui malgré moi. Il regardait d'une façon impertinente. Il me déplut. Je répondis à peine aux compliments qu'il me fit. Il me glissait tout contre George Sand. Il se prit à rire et s'écria « Mais elle est amoureuse de vous, cette petite !» George Sand me caressa la joue en ajoutant « Mais c'est ma petite madame. Ne la tourmentez pas. » Et je restai près d'elle, jetant un œil furtif et mécontent au prince. Mais peu à peu, je pris plaisir à l'entendre, car la conversation de cet homme était brillante, sérieuse et spirituelle. Il émaillait bien ses discours et répliques de mots un peu crus, mais tout ce qu'il disait était intéressant et instructif. Il était méchant, et je lui ai entendu dire sur le petit tiers des choses perfides, horribles, que je crois tant soit peu vrai. Et il a fait un jour de cet aimable Louis Bouillet un portrait si amusant que George Sand, qu'il aimait, n'a pu s'empêcher de rire en le traitant de méchant homme. Et alors, après George Sand, vous avez joué, en remportant toujours un très grand succès, le Testament de César Giraudoux, dans le rôle d'Hortense, et Kill d'Alexandre Dumas, dans celui d'Anna Danby. J'ai noté que le soir de la première de Kill, la salle était déchaînée. En fait, le public était très monté contre Alexandre Dumas, père, pour une aventure personnelle qui n'avait rien à voir avec le théâtre et avec la pièce. La politique se mêlant alors étroitement au théâtre, on voulait le retour de Victor Hugo. Et le rideau se leva au milieu de la tempête, de cris d'oiseaux, de miaulements
de chant et la reprise sourde et rythmée de oui, place, Victor Hugo, Victor Hugo. Ah, j'imagine, madame, que vous deviez être très angoissée avant votre intervention. Je l'étais, en effet. Mes mains étaient glacées, mon cœur battait, j'avais peur de m'évanouir. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie de comédienne. J'entrais, vêtue d'un costume excentrique, en anglais de 1820. J'entendis un éclat de rire qui me cloua sur le seuil de la porte où je venais de paraître. Mais je pris courage. Et après la seconde et interminable tirade dans laquelle je laisse entrevoir mon amour pour Kim, le public ravi me fit une ovation. Ah là, j'imagine que ce fut une grande joie pour vous. Et je pense que le public vous acclamait, certes alors pour votre talent, mais aussi pour votre courage. Dans le Figaro, on pouvait lire le lendemain: Mademoiselle Sarah Bernard paraît avec un costume excentrique qui augmente encore la tempête. Mais sa voix chaude, cette voix étonnante, émeut le public. Elle l'avait dompté comme une petite Orphée. Il est certain qu'à partir de ce moment-là, j'avais trouvé ma place à l'Odéon et, je le dis modestement, dans le cœur du public. Alors après Kean, vous avez joué la loterie du mariage. Et c'est au cours des répétitions de cette pièce que vous avez reçu la visite d'une personne qui allait compter beaucoup pour vous, Madame Agar, n'est-ce pas, la grande tragédienne de l'Odéon. J'avais une grande admiration pour elle. D'abord parce que c'était une admirable créature, créée pour la joie des regards. Et je découvris ce jour-là une femme de cœur très attachante. Elle était accompagnée lors de sa visite par un jeune homme de 24 à 26 ans, qui la suivait timidement. « Tiens, ma chérie, me dit-elle en m'embrassant, tu peux faire le bonheur d'un poète. » Et elle me présenta François Coppée. Je lui ai fait signe de s'asseoir et je fus très vite troublé par son beau visage émacié et pâle. C'était celui de l'immortel Bonaparte. Je crois que vous l'avez compris, j'adore Napoléon Ier, surtout Bonaparte. Je me souviens de notre conversation, comme si c'était hier. Vous êtes poète, monsieur? Oui, mademoiselle. Lui aussi, sa voix tremblait, car il était encore plus timide que moi. Oui, j'ai fait une petite pièce, et mademoiselle Agar est persuadée que vous voudrez bien la jouer avec elle. Oui, ma chérie, reprit Agar, tu vas la lui jouer. C'est un petit chef-d'œuvre, et je suis sûre que tu auras un succès éclatant. Oh, et vous serez si belle, dit alors le poète en inondant Agar d'un regard lumineux. Et cette pièce de François Coppée, ce fut Le Passant, qui connut un véritable triomphe, rendit célèbre du jour au lendemain le jeune poète, et vous propulsa, vous, madame, au rang des plus grandes comédiennes de l'époque. Peut-être. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette pièce changea ma vie. J'étais devenue la reine adorée des étudiants et de la jeunesse. Je recevais des petits bouquets de violettes, des sonnets, des poèmes, longs, trop longs pour être lus. Parfois, quand j'arrivais au théâtre, au moment où je descendais de voiture, je recevais une pluie de fleurs qui m'inondait. Et j'étais joyeuse. Et je remerciais mes jeunes adorateurs, qui pourtant poussaient parfois l'admiration jusqu'à l'aveuglement. Je jouais ensuite successivement Le Bâtard, L'Affranchi, L'Autre, de Madame George Sand, Jean-Marie, un petit chef-d'œuvre d'André Theuriet, et j'obtins pour chacune de ces pièces un éclatant succès. Mais pour en revenir, si vous le voulez bien, à la pièce de François Coppée, elle fut jouée plus de 100 fois de suite, n'est-ce pas? Et en suscitant le même enthousiasme du public. Et elle fut même jouée au château des Tuileries, chez la princesse Mathilde, devant l'empereur et l'impératrice. Ah, je crois, madame, que cette soirée vous a profondément marqué. En effet, mon ami,
Cette représentation est restée gravée dans mon cerveau et les yeux fermés, je revois tout. Vous pouvez imaginer facilement mon émoi, surtout lorsqu'avant la représentation, je fus introduite dans un petit salon auprès de l'empereur qui me combla d'éloges. Rouge, confuse, j'esquissai ma révérence. C'est inutile, me dit l'empereur en souriant. Cela ne sera jamais plus joli que tout à l'heure. Réservez-les pour l'impératrice qui vous attend. Accompagné par l'empereur, nous arrivâmes avec Agar chez l'impératrice, qui était assise dans son fauteuil. Une belle robe bleue dorée d'argent emprisonnait son corps qui semblait être moulé dans l'étoffe. Je la trouvais jolie, plus jolie aussi que sur ses portraits. Je fis mes 3 saluts, sous l'œil rieur de l'empereur. L'impératrice parla. Le charme alors s'évanouit. Cette voix rauque et dure, sortant de cette blondeur, me fit l'effet d'un choc reçu. À partir de ce moment, je me sentis mal à l'aise près d'elle, malgré sa bonne humeur et sa bienveillance. La représentation eut lieu, donnée en l'honneur de la reine de Hollande, accompagnée du prince d'Orange, qu'on appelait ordinairement à Paris le prince Citron. La pièce finie, nous fûmes rappelés de joie. Le léger rideau, une fois refermé sur nous, l'empereur se leva et tout le monde l'imita. Nous fûmes appelés à recevoir les compliments, entourés, choyés. Nous fûmes ravis de notre soirée. Une soirée mémorable, que je n'évoque jamais sans émotion. Révélé par le passant, vous alliez désormais enchaîner les plus grands rôles du répertoire tragique et devenir l'une des plus grandes, enfin pardon, je veux dire la plus grande tragédienne française. Et de surcroît, la première actrice à entreprendre des journées triomphales, des tournées triomphales sur les 5 continents. Après la douloureuse parenthèse de la guerre franco-allemande de 1870, vous triomphez dans le rôle de la reine de Ruy Blas, ce qui vous voudra être rappelé par la comédie française, où vous entrerez dans la légende du théâtre à travers votre sublime interprétation de Phèdre, puis d'Hernani. Avant d'évoquer avec vous ce Ruy Blas mémorable et votre rencontre avec Victor Hugo, je voudrais, si vous me permettez, madame, m'arrêter un moment sur la période dramatique de la guerre de 1870. En juillet, vous vous engagez comme ambulancière militaire et vous faites preuve aussitôt d'un dévouement et d'un courage héroïque. La guerre, ne me parlez pas de la guerre. Je hais la guerre. Elle m'excède, me fait frissonner de la tête aux pieds. Ah, je me suis senti tellement impuissante en face de tant de douleurs. Oh, la guerre. Infamie, honte et douleur. Oh, la guerre, vol et crimes appuyés, pardonnés, glorifiés. Non, je vous en prie, je vous en supplie, ne me parlez pas de la guerre, ni de mon courage héroïque. Cela m'exaspère. Très bien, je ne vous en parlerai pas puisque vous me le demandez. Mais permettez-moi au moins de vous dire, madame, que d'après tous les témoignages et les informations dont je dispose, vous avez fait un travail formidable qui suscite mon admiration. 2 jours au lendemain, vous avez transformé l'Odéon en hôpital militaire, où furent soignés des centaines de soldats et d'officiers, parmi lesquels le futur maréchal Foch, que vous retrouverez d'ailleurs 45 ans plus tard, dans les tranchées de la Marne. Je vous ai dit, sacrebleu, que je ne souhaitais pas parler de la guerre, de celle-ci ni d'une autre. Oui, pardonnez-moi. Simplement une question. C'est bien durant cette période que vous avez rencontré Gambetta. En effet. Et nous sommes devenus très vite amis. C'était une joie pour moi d'écouter cet homme admirable. Ce qu'il disait était si sage, si pondéré et si entraînant. Cet homme au ventre épais, aux bras courts, à la tête trop grosse, prenait quand il parlait une auréole de beauté.
les qualités éminentes du talent de cet homme politique étaient la logique et la pondération. Il s'efforça toujours de réconcilier les Français, car voyez-vous, plus que la guerre elle-même, ce qui me bouleversa le plus à l'époque, c'est ce qui se produisit après. Tout ce déchaînement de violence entre Français, la répression sanglante de la malheureuse commune morifia et justifia mon jugement négatif sur M. Thiers. Celle-ci, impitoyablement écrasée, on m'affirma que tout était rentré dans l'ordre. Mais que de sang, que de cendres, que de femmes en deuil, que de ruines. Puisque vous évoquez vous-même la commune, je sais que vous avez connu une grande figure de celle-ci, Louise Michel, vous savez, la Vierge Rouge, dans les années 1880, et que vous avez même soutenu son combat pour la justice et l'égalité, tout comme vous vous êtes rangé aux côtés d'Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus, et que vous avez pris ouvertement position contre la peine de mort. Oui, mais qu'y a-t-il d'étonnant à cela, je vous le demande? Je vous l'ai dit au début de notre entretien, quand vous m'avez demandé qui êtes-vous, Sarah Bernard. Je suis une femme libre et indépendante. Je fais ce que je veux, et je dis ce que je pense. Et tant pis si cela doit choquer ou blesser certaines personnes. Je laisse toujours parler mon cœur avant ma raison. Et, comme vous l'avez dit vous-même, cela m'a d'ailleurs souvent joué des tours. Mais que voulez-vous, mon cher ami, je suis ainsi, et on ne pourra pas me refaire, à mon âge. Auriez-vous l'amabilité d'aller me chercher un mouchoir? Et dans le premier tiroir de la commode, là, le secrétaire, juste à côté, là. Tout de suite, madame, tout de suite. Eh bien, Voilà. Et je vous en ai apporté 2. c'est très aimable. Madame, pouvez-vous m'accorder une faveur? Lui dit toujours. Pouvez-vous m'offrir votre mouchoir? Si vous y tenez. Ah non, pas celui-ci, madame. L'autre. Merci infiniment, madame. Merci infiniment. Oh, ce sera pour moi le plus précieux des cadeaux. Venons-en donc à présent, si vous le voulez bien, madame, venons-en à Ruy Blas et à votre rencontre avec Victor Hugo. Avec plaisir. D'autant plus que vous abordez là l'un des plus grands moments de ma vie d'artiste. À la fin de l'année 1871, on vous annonça à l'Odéon, d'une façon un peu mystérieuse et solennelle, que nous allions jouer une pièce de Victor Hugo. Il s'agissait de Ruy Blas. Et je fis part aussitôt de mon désir d'interpréter le rôle de la reine. Et les premières lectures commencèrent, je crois, en décembre. Et vous avez donc rencontré, pour la première fois, le grand poète qui avait vécu 20 ans en exil sous le Second Empire. Exactement. Je fis à l'Odéon la connaissance du révolté, du rebelle, qui avait si longtemps fustigé mon pauvre cher empereur, qu'il appelait Napoléon le Petit. Et ces œuvres que j'avais lues avec passion ne m'empêchaient pas alors de le juger sévèrement. Et je rougis aujourd'hui de rage et de honte en pensant à tous mes absurdes préjugés à son encontre. Je fis donc la connaissance du rebelle, du monstre. Et il était charmant, le monstre. Et si spirituel. Et si fin. Et si galant. Mais d'une galanterie qui est un hommage, non une injure.
bon pour les uns, et toujours gai. Quand Victor Hugo arrivait, tout s'illuminait et tout semblait plus facile. Il n'était certes pas l'idéal de l'élégance, mais il avait dans ses gestes une modération, dans son parler une douceur qui sentait l'ancien père de France. Il avait la répartie vive et l'observation tenace, avec douceur. Il disait mal les vers, mais il adorait les entendre bien dire. Il faisait souvent des croquis pendant les répétitions, et souvent, pour gourmander un artiste, il parlait en vers. Ah, les répétitions de Ruy Blas, je ne puis les oublier. Elles étaient toutes de bonne grâce et de charme. Le 26 janvier 1872, le jour de la première, fut pour l'Odéon une fête artistique. Ce jour-là déchira le voile léger qui embrumait encore mon avenir. Je sentis que j'étais destiné à la célébrité. Et je devins désormais l'élu du public. Essoufflé, étourdi, ravi par mon succès, je ne savais à qui répondre dans le flot toujours renouvelé des admirateurs et des admiratrices. Puis tout à coup, je vis la foule s'écarter et se mettre en haie. Et j'aperçus Victor Hugo et Girardin qui s'avançaient vers moi. En une seconde, j'évoquais toutes les stupides pensées que j'avais eues contre cet immense génie. J'aurais voulu à cet instant lui dire ma dévotieuse gratitude. Mais avant que j'aie pu parler, il avait mis le genou à terre et tenant mes deux mains sous ses lèvres, il murmura « Merci, merci ». Ainsi, c'était donc lui qui disait merci, lui, le grand Victor Hugo, dont l'âme était si belle, dont le génie universel emplissait le monde, lui, dont les mains généreuses jetaient des pardons tels des gemmes à tous ces insulteurs. Ah, que j'étais petite, honteuse et heureuse. Il se releva, serrant les mains qui se tendaient vers lui, trouvant pour chacun le mot qu'il fallait. Il était si beau, avec son large front auquel s'approchait la lumière, sa toison d'argent si drue, tel des foins coupés au clair de lune, ses yeux rieurs et lumineux. Mon immense succès dans Ruy Blas me valut d'être rappelé par la Comédie Française. Ma première station à la Comédie m'avait mal réussi. Je savais que j'entrais dans la cage des fauves et que je comptais guère d'amis dans cette maison. Mais à présent, on me redoutait et tous les sociétaires m'accueillirent à bras ouverts. Après Phèdre, l'un de vos plus grands rôles, vous avez ensuite retrouvé Victor Hugo avec Hernani. Et ce fut une joie pour moi de le revoir et de jouer Don Yassol dans cette pièce admirable qui fut un triomphe. Le lendemain de la première, le 21 novembre 1877, vous avez reçu d'ailleurs une lettre du grand poète qui vous écrivait « Madame, vous avez été grande et charmante. Vous m'avez ému, moi, le vieux combattant. Et à un certain moment, pendant que le public attendri et enchanté par vous applaudissait, j'ai pleuré. Cette larme que vous avez faite couler est à vous, et je me mets à vos pieds. Victor Hugo. » C'est une lettre assez incroyable à laquelle était joint un petit carton. Il contenait un bracelet chaînon auquel pendait une goutte de diamant. Ce bracelet, je l'ai perdu chez le plus riche des nababs, Alfred Sassoon. Il a voulu le remplacer, mais j'ai refusé. Il ne pouvait me rendre la larme de Victor Hugo. Vos relations avec la Comédie Française, plus exactement avec son administrateur, se détériorèrent rapidement à la rentrée de la Comédie dans ses foyers après une tournée. Pour quelle raison? Monsieur Perrin, l'administrateur, ne supportait pas mon caractère entier et entendait bien me mater. C'était mal me connaître. Au plus il me faisait souffrir par 1000 petits coups d'épingle, au plus
Je devenais irritable et d'humeur exécrable. J'eus le grand tort d'accepter de jouer dans l'aventurière d'Émile Augier, une pièce que je détestais. Et je trouvais ces vers très médiocres. Le jour de la première, en avril 1880, je n'étais pas prête, ayant été souffrante, et n'ayant presque pas répété. Mais cédant à la pression de Perrin, qui refusait de remettre à la semaine suivante la représentation, je finis par me lancer, en croyant pouvoir m'en sortir, et ayant confiance dans mon étoile. La presse ne fut pas bonne. Et la presse avait raison. La pièce était mauvaise, et j'avais été inférieur et de méchante humeur. Je laissai alors éclater ma colère devant Perrin, lui envoyer ma démission dès le lendemain, et je quittai aussitôt Paris pour une tournée qui fut triomphale aux États-Unis. Oui, c'est pendant celle-ci que fut plaidé l'ignoble procès que me fit la Comédie Française. Maître Allon, son avocat, inventa les pires histoires sur moi, et les mensonges les plus éhontés. Et je fus condamné à payer 100 000 francs de dédit à la Comédie Française. Un comble! Cette terrible injustice me révolta et me blessa. J'ai beaucoup souffert aussi de la violence des attaques dont je fus alors l'objet de la part de nombreux sociétaires, sans parler de ceux qui prétendaient représenter le théâtre français. Je ne voulais pas être tué par les calomnies et les diffamations. En revanche, je prenais une joie infinie dans l'appréciation bienveillante et élogieuse que me témoignaient les esprits supérieurs et dans l'amour ardent du public. Vous aviez alors déjà créé votre propre compagnie, avec laquelle vous alliez entreprendre de fabuleuses tournées dans le monde entier. Vous évoquiez les États-Unis. Je crois que vous avez même affrété pour la circonstance un train Pullman pour votre troupe et vos 8 tonnes de bagages. C'est tout à fait vrai. J'ai toujours adoré les voyages, je tiens cela sans doute de ma mère, mais dans des conditions de confort optimales. Je suis allé un peu partout dans le monde, à Londres, à Copenhague, en Amérique du Sud, en Russie. Et j'ai rencontré partout des écrivains, des artistes, des hommes de science extraordinaires. Alors à ce propos, justement, parmi les écrivains et les poètes étrangers que vous admirez, se trouve Oscar Wilde. Pouvez-vous me parler un peu de lui? J'avais en effet beaucoup d'admiration et une grande amitié pour Oscar Wilde, un poète anglais, plein de génie, mais hélas, tourmenté depuis et vaincu par la folie. Je fis sa connaissance lors de mon premier voyage à Londres avec les artistes de la Comédie Française en 1879. Nous débarquions alors à Folkestone, accueillis par des milliers de personnes. Ce fut la première fois que j'entendis crier « Vive Sarah Bernard !» Et quelques années plus tard, je lui ai commandé la pièce « Salomé » et il accepta avec joie de se mettre aussitôt à l'ouvrage. Ah, Salomé, une pièce admirable dans laquelle vous interprétiez superbement le rôle-titre. Et puis après, vous avez pris la direction du Théâtre de la Renaissance, puis du Théâtre des Nations, qui fut rebaptisé Théâtre Sarah Bernard, où vous allez jouer la Dame aux Camélias, merveilleuse Dame aux Camélias. Que de souvenirs impérissables. La Dame aux Camélias. Je vous avoue que je n'y pense jamais sans émotion. Ce fut un triomphe sans précédent. Partout où elle fut jouée, à chaque représentation, le public était en délire et me jetait des tonnes de fleurs. Les pleurs se mêlaient aux rires. Je n'avais jamais reçu d'aussi formidable preuve d'amour du public. J'ai retrouvé cette même frénésie plus tard avec Lorenzaccio. La critique était unanime. C'était l'apothéose. Elle a dépassé le sommet de l'art. Elle a atteint le sublime, écrivit alors Jules de Tillet dans La Revue Bleue. Bien que pensant faire mon boulot le mieux possible, j'étais très surprise de cette unanimité dans les éloges, mais aussi extrêmement heureuse. Vous gagnez alors beaucoup
d'argent, madame. Et certains esprits malveillants affirmèrent même que vous n'aviez qu'une obsession, en gagner encore plus. Vous savez, je dirigeais un théâtre qui me coûtait très cher. Et il me fallait donc gagner le plus d'argent possible pour le faire vivre. Car un théâtre, à l'époque, et je crois que cela n'a guère changé, pouvait vite devenir un véritable gouffre financier. Oui. Fort heureusement, vous étiez une excellente gestionnaire, qui par ailleurs avait compris avant tout le monde l'importance de la réclame. On ne parlait pas encore de publicité, pour faire connaître et présenter vos pièces ou un spectacle. Ainsi, avez-vous fait appel à un graphiste et décorateur de théâtre, Alphonse Maria Mucha, pour dessiner vos affiches, et votre collaboration dura 6 années. Vous avez su aussi admirablement mettre en scène chaque minute de votre vie, comme la photo de votre cercueil. Tuberculeuse comme votre sœur Regina, qui en mourra d'ailleurs malheureusement, vous avez développé une certaine morbidité en prenant l'habitude de vous endormir dans un cercueil capitonné qui trônait chez vous, dans votre villa de Belle-Île-en-Mer. Devant le scandale que cela provoqua, vous vous y êtes fait photographier par Nadar pour en vendre les photos et cartes postales. C'est mon côté un peu provocateur. Et puis voyez-vous, chacun de nous a ses petites lubies, n'est-ce pas? Certainement, certainement. Par ailleurs, dans votre carrière, vous vous êtes fait une spécialité des rôles de travestis. Hamlet, Péléas, inspirant à Edmond Rostand sa pièce L'Aiglon en 1900. Mais j'avais rencontré Edmond Rostand et sa douce épouse, Rosemonde Gérard, quelques années auparavant. L'Aiglon, que le grand romancier écrivit spécialement pour moi, fut créé le 15 mars 1900, après 6 mois de répétition, devant une salle brillante. D'abord un peu étonné de voir cette femme de 51 ans interpréter un jeune homme de 20 ans, mais assez vert. Je n'aime pas beaucoup que la France soit neutre. Le public se leva, empli d'un enthousiasme qui ne fit que croître jusqu'au dernier acte. Il y eut 30 rappels. Et j'ai interprété les Glands plus de 1000 fois. Ce qui est pour moi le plus prodigieux, c'est que votre lyrisme et votre diction emphatique. Victor Hugo parlait de votre voix d'or. Votre vision, votre lyrisme, votre diction emphatique enthousiasmait tous les publics et dans tous les pays. En homme, commençant, votre carrière, madame, fut absolument fantastique, comme votre vie d'ailleurs. Je n'ignore pas que vous êtes très pudique sur votre vie privée, mais si je puis me permettre, vu que vous m'avez parlé de vos parents, de vos sœurs, de vos amis, de votre désir d'être religieuse lorsque vous étiez enfant, j'aimerais savoir si, comme on l'a prétendu, vous avez eu beaucoup d'amis. Enfin, plus exactement, comment dirais-je, de relations proches, intimes en quelque sorte. Alors je vous en prie, mon ami, ne tournez pas autour du pot. Vous voulez savoir si j'ai eu beaucoup d'amants? Non, enfin, oui, en quelque sorte. Disons, j'ajouterai d'amants célèbres. Ah, nous y voilà. Eh bien, écoutez, puisque vous m'êtes sympathique, je vais tout vous dire. Je crois d'ailleurs que c'est un secret de Polichinelle. J'ai eu pour amant Charles Haas. Bon, c'est sans doute le moins connu. Un homme du monde, très populaire, d'une gentillesse extrême, mais qui me trompait sans état d'âme, le butor. Après notre rupture, nous sommes restés amis, jusqu'à sa mort. Ensuite, des artistes tels que Gustave Doré et Georges-Jules Victor Clairin, des acteurs tels que Monet Sully, Lucien Guitry et Lou Tennegen, quelques hommes politiques comme Henri Ducasse, Paul de Rémusard, d'autres encore
aujourd'hui bien oublié. Et peut-être aussi Victor Hugo. Peut-être aussi. Peut-être aussi le prince de Galles. Vous me semblez bien plus renseigné que je ne le suis moi-même. Vous savez, je n'ai pas rédigé de liste. Oui, bien sûr, je comprends. Excusez-moi. Mais si je peux me permettre... Me permettez-vous, je vous en prie, permettez-vous, que diable. Non, je voulais dire seulement que certaines sources vous prêtent également des liaisons amoureuses, comment dire, des liaisons féminines, notamment avec la peintre Louise Abéma, qui me consacra plusieurs portraits. Et je vous le dis encore une nouvelle fois, je suis une femme libre, libre de mes pensées, libre de mes actions et libre de mon corps. Et j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Alors, avec moi, tout est possible. Et même le fait d'avoir entretenu, en 1875, des rapports intimes, moyennant rétribution, avec Léon Gambetta. Enfin, je reconnais bien là les insinuations de mes ennemis, que mes liens d'amitié avec Gambetta incommodaient. Je ne sais pas pour quelle raison. Et je regrette que vous vous fassiez l'écho de ces rumeurs malveillantes. Il est vrai que je n'étais guère attiré physiquement par cet homme que j'admirais infiniment, comme je vous l'ai dit, et dont j'appréciais les prises de position politiques et le patriotisme. Mais je crois que de son côté, évidemment, il espérait plus de nos relations. Il fut très généreux pour mes œuvres caritatives et pour mon théâtre, toujours à la recherche d'argent frais pour poursuivre sa tâche. Mais de là à dire qu'il me donnait de l'argent pour acheter mon corps, ce n'est là que pure calomnie. Vous me rappeliez, madame, que vous êtes et que vous avez toujours été une femme libre et indépendante. Et pourtant, permettez-moi de m'en étonner, vous avez épousé, à l'âge de 38 ans, je crois, un certain Jacques Damala, un grec, fils d'une riche famille de commerçants d'Hermopolis. Et c'est peut-être là la seule grave erreur que j'ai commise dans ma vie. C'était un homme très séduisant. Il avait 11 ans de moins que moi, et j'en suis tombée éperdument amoureuse. Vous savez, mon ami, car aux amours des femmes d'âge mûr, d'autres avant moi s'y sont brûlés les ailes, d'autres après moi se les brûleront. J'ai été très heureuse avec lui pendant les premiers mois après notre mariage. Puis, il me quitta brusquement, ne pouvant supporter mes succès. Et quand il revint, quelques semaines plus tard, il était dans un état lamentable, morphinomane, en pleine crise, violent et menaçant. Je demandai aussitôt le divorce. C'est curieux comme dans la vie, les plus grands bonheurs sont souvent assortis des plus profonds malheurs. Vous avez fait preuve, en tout cas, de beaucoup de générosité avec lui, lui venant encore en aide quelques mois avant qu'il ne meure, en 1889, à 34 ans, sous l'effet de la cocaïne. Oui, pardonnez-moi, madame, d'avoir abordé cet épisode sans doute très douloureux de votre vie. Mais le temps passe et je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Cependant, il y a encore un événement de votre vie privée que je souhaiterais que nous abordions. Laissez-moi deviner. Mon fils, évidemment. À l'âge de 20 ans, en effet, j'ai donné naissance à mon seul enfant qui deviendra écrivain, Maurice. Fruit d'une liaison de jeunesse avec un noble belge, Eugène François-Charles Lamoral, prince de Ligne. J'ai toujours eu une très grande tendresse pour mon fils, sans doute le seul homme que j'ai vraiment aimé. Et lui-même fut toujours très proche de moi et aimant. Le 27 décembre 1887, il y eut un événement d'une importance capitale dans ma vie, le mariage de Maurice à l'église Saint-Honoré-des-Laux avec une princesse polonaise, Taka Jablonska. À cette occasion, le prince de Ligne, son père, lui proposa de le reconnaître, ce que Maurice refusa sans hésiter, car il pensait qu'accepter
serait me faire outrage. Et je lui suis reconnaissante de sa décision courageuse. Ah, à ce propos, je vais vous raconter une rapide anecdote que m'a rapporté Maurice et qui m'avait beaucoup amusé. Le jour où Maurice raccompagna son père à la gare du Nord, quelques jours après son mariage, il y avait foule sur le quai. Et le prince de ligne se présenta à l'employé de la gare, espérant passer en priorité. Le prince de ligne? Je ne connais pas, lui répondit l'employé. Alors Maurice s'avança et dit « Je suis le fils de Sarah Bernard. » Aussitôt l'employé, honoré, lui laissa passer. Et Maurice, s'adressant à son père, lui dit alors en souriant « Vous voyez, c'est aussi très bien de s'appeler Bernard. » Voilà. Voilà, je pense que vous savez désormais tout de moi, et même de ma vie intime. Madame Sarah Bernard, j'ai été si heureux de notre rencontre que je ne trouve pas les mots pour vous exprimer mon bonheur et mon émotion. Sachez en tout cas que ces quelques instants absolument magiques passés en votre compagnie resteront à jamais inscrits dans ma mémoire. Vous, le monstre sacré du théâtre français, figure mythique de notre histoire, vous m'avez dévoilé sans faux fuyant, ni langue de bois, et avec une grande simplicité, à travers votre vie passionnante, les multiples facettes de votre remarquable personnalité, forte et attachante. Et ce que je retiendrai en premier de vous, c'est votre grande générosité et votre humanité. Madame Sarah Bernard, je vous remercie infiniment et de tout mon cœur. Bon, eh bien, je vous remercie aussi pour vos propos élogieux à mon égard et je vous souhaite une bonne soirée. Mais c'est moi qui vous remercie une nouvelle fois de votre accueil, car je sais bien que vous ne recevez qu'exceptionnellement les journalistes ou les chroniqueurs comme moi, et je n'en suis que plus honoré. Je vous en prie, eh bien, au revoir, cher monsieur. Je vous présente mes hommages les plus respectueux, madame. Charmant ce garçon. Il est un peu bizarre. Mais voilà déjà le suivant. Entrez, cher monsieur. Mais vous m'excuserez de ne pouvoir me donner car vous n'êtes pas sans savoir que je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher me plaire. Je t'aime pourtant. Réalisé avec le concours de Florent Villeray à la régie. Inédit de Claude Camous. Pour Tania Sourseva. J'ajouterai que la conception et la mise en scène sont de Pierre-Marie Jonquier.